Le 25 septembre 2025, en 24 heures à peine, plus de 400 drones commerciaux modifiés ont lacéré le ciel du Sahel, renversant un équilibre que l'on croyait immuable. Le Burkina Faso, épuisé par le blocus et la famine, peut-il encore résister à une guerre menée par des machines bon marché alors que ses lignes d'approvisionnement se dessèchent ? Ibrahim Traoré, au centre de la tempête, pose une question nue. Lorsque la survie devient la seule stratégie, jusqu'où une nation peut-elle tenir ? Les 30 prochains jours en donneront la réponse. Ce n'est pas une crise passagère. Ce qui se joue au Burkina Faso dépasse la simple défense d'un territoire. C'est la survie d'un modèle africain de souveraineté. En quelques mois, plus de 78 000 civils ont été pris au piège de sièges prolongés, tandis que les rapports de renseignement confirme la présence d'armes iraniennes et de technologies chinoises sur le terrain. Le risque est double, un effondrement intérieur et une contagion régionale qui pourrait engloutir le Sahel. Dans ce chaos, Ibrahim Traoré devient le pivot d'un pari immense, transformer une résistance de circonstances en projet d'émancipation durable. Son message est clair, nous devons prouver que la dignité n'a pas de prix, même sous le feu. Derrière cette promesse, un enjeu vital. Si le Burkina tient, il redessine les rapports de force du continent. S'il tombe, c'est toute l'Afrique de l'Ouest qui chancelle. Le pays tout entier entre ainsi dans une course contre le temps, 30 jours pour prouver qu'un peuple assiégé peut encore écrire son avenir. Dès l'aube du 6 septembre 2025, à Dogosego, au Mali, à 67 km de la frontière burkinabé, un essaim de drones s'élève silencieusement. Ce ne sont pas des engins d'observation, mais des armes artisanales, chacune porteuse de 2 kg d'explosifs guidés par GPS. Ce jour-là marque la première frappe de drone coordonnée de l'histoire du Sahel, un tournant brutal qui brise l'équilibre militaire régional. En retraçant les composants, les analystes découvrent leur origine, la garde révolutionnaire iranienne. Cette révélation déclenche une onde de choc jusqu'à Ouagadougou. Depuis près d'une décennie, les armées sahéliennes misaient sur la supériorité aérienne et la stratégie conventionnelle. Mais la multiplication de drones bon marché, achetés moins de 2000 $ pièce et modifiés localement, a effacé cet avantage. En quelques semaines, 400 appareils de ce type circulent entre le Mali et le Burkina Faso, transformant la logistique des groupes armés. Les convois militaires deviennent des cibles, les garnisons se barricadent. Djibo, ville stratégique du nord du pays, subit alors le sort le plus tragique. 3 ans de siège, sans carburant, sans médicaments, sans nourriture. Ibrahim Traoré, informé par le renseignement intérieur, comprend que ce n'est plus une simple guerre contre des insurgés, mais un affrontement systémique où la technologie, la famine et la propagande s'unissent pour briser la cohésion nationale. C'est là que se cristallise le dilemme. Comment défendre une population affamée quand chaque livraison humanitaire devient une cible potentielle ? Derrière les chiffres, un pays entier se débat pour respirer. Ce moment de vérité ouvre une nouvelle phase, celle où la survie cesse d'être un réflexe et devient une politique. Au cœur du siège de Djibo, les visages se confondent entre peur et épuisement. Deur Sarah Mitchell, coordinatrice d'urgence pour Médecins sans frontières, décrit une catastrophe lente, où les enfants meurent de maladies évitables sous un ciel saturé de drones. Les habitants, 68 000 au total, survivent grâce à des réserves épuisées, tandis que des convois d'aide restent bloqués à quelques kilomètres. L'ennemi n'est plus seulement armé, il affame. Dans cette nuit humanitaire, Ibrahim Traoré devient la figure de résistance. Chaque apparition publique est une promesse de survie, chaque mot, un appel à la dignité. Autour de lui, un cercle restreint de militaires et de civils conçoit une stratégie d'urgence, relier les villes assiégées par un couloir humanitaire protégé par des milices locales. Le capitaine refuse la reddition et choisit de combattre sur 2 fronts, militaire et moral. À ses côtés, le colonel Amadou Triora, chef du renseignement, intercepte des communications confirmant un réseau d'approvisionnement iranien et la présence de techniciens chinois dans des ateliers clandestins. Les preuves s'accumulent. La guerre du Burkina n'est plus une insurrection locale, mais une expérimentation géopolitique où chaque frappe teste les limites de la souveraineté africaine. Pourtant, malgré le désespoir, un fil d'espoir subsiste. Les volontaires civils commencent à s'organiser, partageant ressources et informations via des canaux numériques.
Une jeune étudiante déclare « Nous refusons de mourir en silence ». Ce murmure de résistance devient le premier souffle d'un redressement collectif. Tout s'accélère au matin du 7 septembre 2025. 3 frappes de drones atteignent successivement l'aéroport international de Ouagadougou, le complexe présidentiel et plusieurs dépôts militaires. En quelques heures, la capitale bascule dans un état d'urgence permanent. Les alarmes retentissent, les lignes de communication s'effondrent. C'est le point de bascule d'une opération nommée Thunder Siege, un plan en 4 phases destiné à renverser le pouvoir burkinabé en 60 jours. Ibrahim Traoré réagit dans la foulée. À 6 heures précises, il ordonne le lancement d'une mobilisation massive, la plus grande de l'histoire du pays. Tous les hommes, de 18 à 45 ans, sont appelés sous les drapeaux. La loi martiale est instaurée dans 12 provinces. Les conseillers russes forment en urgence les troupes aux tactiques urbaines et à la lutte anti-drone, tandis que des systèmes chinois sont déployés autour des infrastructures critiques. Le président s'adresse alors à la nation. Les puissances étrangères utilisent le djihad comme mandataire pour détruire notre souveraineté. Chaque Burkinabé doit choisir, se battre pour la liberté ou voir disparaître notre pays à jamais. Ces mots, repris par les radios locales, deviennent un cri de ralliement. Des milliers de jeunes rejoignent spontanément les forces de défense civile, prêts à défendre leur quartier. Mais l'ennemi avance vite. Le 8 septembre, des colonnes insurgées, appuyées par des conseillers iraniens, encerclent plusieurs villes du nord. Les services de renseignement confirment l'existence d'un vol cargo transportant 2 400 fusils d'AK-47, 830 000 lance-roquettes RPG et 670 drones explosifs, une opération secrète baptisée Tempête du désert. Les chiffres donnant le vertige: 45 tonnes d'explosifs, 156 missiles portables et 340 systèmes de communication satellitaire destinés aux groupes affiliés à l'État islamique. Face à cette menace, Ibrahim Traoré n'a plus le luxe du temps. Il organise des alliances régionales express. Le Mali déploie 3400 soldats le long de la frontière, le Niger engage 8000 hommes et le Tchad envoie 200 commandos d'élite pour sa protection personnelle. Dans les rues, les habitants se barricadent, mais un étrange calme s'installe. L'idée d'une défense populaire prend forme. À ce stade, le conflit n'est plus une guerre de position, mais une guerre de narration. Les insurgés diffusent des messages de propagande, tandis que les citoyens burkinabés inondent les réseaux sociaux de vidéos et d'appels à l'unité. En moins de 48 heures, 4 millions de messages sont partagés. Le monde regarde incrédule un petit pays tenter de se dresser face à une coalition invisible. Et au milieu de cette tempête, Ibrahim Traoré, silhouette sobre, devient le symbole d'une résistance qui dépasse ses frontières. Un homme contre un siècle d'ingérence. Les premiers rapports consolidés arrivent le 10 septembre 2025. Le ministère de la Défense burkinabé évalue les pertes à 200-300 victimes civiles et militaires depuis le début de l'offensive, un chiffre en hausse de 67% par rapport au trimestre précédent. Les analystes parlent d'un effondrement de la ligne nord. 15 villes assiégées, 3 coupées du réseau électrique et une seule route d'approvisionnement encore fonctionnelle. Ce constat traduit une désintégration lente des infrastructures, devenant le point de référence pour mesurer la survie nationale. L'économie s'est contractée de 34% depuis janvier, les recettes publiques ne couvrent plus que 11% des dépenses militaires. Les réserves de devises tombent à 127 millions de dollars, à peine 3 mois d'importation. Le franc CFA s'effondre face au dollar, accentuant la spirale inflationniste. Les prix alimentaires bondissent de 134%, plaçant 89% de la population sous le seuil de pauvreté. Ces données traduisent une guerre d'usure qui ronge jusqu'à la cohésion sociale. Les indicateurs humanitaires sont encore plus accablants. EVATSA 68 millions de personnes déplacées internes, 107 000 réfugiés fuyant vers le Niger et le Mali, 2,1 millions d'enfants privés d'école, 67% des hôpitaux sont fermés et seuls 34% des besoins humanitaires sont couverts. Le système de santé s'effondre, laissant place à des réseaux parallèles de solidarité. Pourtant, dans cette ruine statistique, des signaux de résistance émergents. Les volontaires pour la défense de la patrie annoncent avoir neutralisé un 600 insurgés et libéré 45 communautés. Une campagne de financement participatif, relayée sur les réseaux, collecte 12,3 millions de dollars pour équiper les milices locales. Le mouvement citoyen dépasse le rôle symbolique.
Il devient un contrepoids réel à la guerre de terreur. Les observateurs étrangers voient dans cette résilience une singularité. Selon un rapport, le Burkina Faso expérimente une forme inédite d'économie de guerre civique où la survie repose sur la mutualisation horizontale des ressources. Ibrahim Traoré encourage ce modèle, affirmant que chaque village est un rempart, chaque citoyen un vecteur de souveraineté. Ce pragmatisme, loin des discours idéologiques, transforme la crise en laboratoire politique. Mais les chiffres ne mentent pas. La trajectoire est critique. Si les tendances actuelles persistent, la production agricole chutera de 45% d'ici décembre et le pays ne pourra plus financer les importations vitales. Les experts estiment qu'un effondrement complet surviendrait avant 30 jours sans aide externe. Le dilemme est clair. Intervenir, c'est risquer une guerre par procuration. Ne rien faire, c'est laisser mourir une nation. Ibrahim Traoré, conscient de cette équation fatale, choisit de jouer la carte de la diplomatie secrète tout en consolidant la défense intérieure. Un double front où les chiffres dictent chaque décision. Deux récits s'affrontent désormais autour du Burkina Faso. Le premier, relayé par les chancelleries occidentales, décrit un pays pris au piège de sa propre militarisation. Une junte isolée, dirigée par Ibrahim Traoré, dont la rhétorique souverainiste masquerait un glissement autoritaire. Selon cette lecture, l'afflux de conseillers russes et l'appui logistique chinois menaceraient la stabilité régionale autant qu'ils la défendraient. Pour les diplomates européens, soutenir Traoré reviendrait à légitimer un précédent dangereux pour la démocratie africaine. Le second récit, soutenu par une partie du continent, inverse la perspective. Il présente le Burkina Faso comme un rempart contre la recolonisation déguisée, un pays qui, au lieu de céder à la dépendance structurelle, choisit d'expérimenter une voie d'autodéfense africaine. Dans ce cadre, les alliances avec Moscou ou Pékin ne sont pas des soumissions, mais des contrepoids. L'argument est simple. Si l'Occident hésite à protéger un État assiégé, pourquoi l'Afrique devrait-elle attendre son autorisation pour se défendre ? Face à ces deux visions, la position de Traoré reste d'une cohérence froide. Il ne nie ni la gravité humanitaire, ni la complexité des alliances. Son discours recentre le débat sur une équation de survie. Nous n'avons pas le luxe du choix moral quand la question est de rester debout ou de disparaître. Cette phrase, diffusée lors d'un entretien, résume sa ligne. Entre dépendance et effondrement, il préfère l'autonomie, même imparfaite. Les faits semblent lui donner raison partiellement. En 2 semaines, la coordination régionale Sahel-Shield a permis de contenir les avancées insurgées sur 2 axes stratégiques. Mais le prix de cette résistance est lourd. Inflation, exode, pertes civiles massives. L'histoire ne tranche pas encore, elle accumule les contradictions. Ainsi se construit le paradoxe d'Ibrahim Traoré. Un chef militaire qui, au milieu du fracas, réinvente la politique comme acte de survie. Ouagadougou tient encore. Cette phrase, martelée par la radio nationale, devient le souffle central de la résistance. Après 15 jours d'assauts et de famine, le cœur du pays bat toujours. Mais derrière cette endurance apparente, une révélation éclate. Les puissances étrangères ne cherchent plus seulement à influencer, elles testent un nouveau modèle de guerre délégué. Ibrahim Traoré le comprend. Ce n'est plus une bataille pour un territoire, mais pour un récit. Chaque frappe de drone, chaque embargo, chaque rumeur sur les réseaux fait partie d'une architecture invisible, une guerre d'opinion où les cartes militaires se mêlent au flux numérique. Dans une réunion à huis clos, le capitaine déclare « Nous sommes le laboratoire d'une ère nouvelle. Si nous cédons, tout le Sahel deviendra un terrain d'essai. » Cette phrase, captée par une caméra interne, fuitera le lendemain et deviendra virale. Pour la première fois, le monde entier voit le conflit du Sahel non comme une crise isolée, mais comme le prélude d'un affrontement global pour la souveraineté africaine. Les jours qui suivent confirment la gravité du tournant. Les conséquences frappent à tous les niveaux, humanitaires, économiques, sociales et géopolitiques, dessinant une carte du désastre où chaque secteur vacille. À l'échelle régionale, le Burkina Faso devient le centre d'un effet domino. Le Mali et le Niger, déjà fragilisés, renforcent leur garnison commune sous la bannière Sahel-Shield. 15 000 soldats maliens et 8 000 Nigériens sont déployés le long des frontières.
Les chancelleries africaines évoquent désormais ouvertement un axe de souveraineté sahélien. Mais cette unité nouvelle alimente aussi la méfiance des puissances extérieures, qui y voient un basculement durable hors de l'influence occidentale. L'effondrement des infrastructures paralyse la production nationale. La récolte de coton chute de 89%, la production aurifère s'effondre de 68% et le chômage est atteint 67%. Les entreprises étrangères, paniquées, retirent 2,9 milliards de dollars d'investissement en moins d'un trimestre. Dans les marchés, le kilo de riz vaut désormais 5 fois son prix de 2022. Le tissu productif se délite, poussant les communautés rurales à l'autarcie. Sur le plan social, la situation devient insoutenable. 14,2 millions de personnes souffrent d'insécurité alimentaire aiguë et la malnutrition infantile augmente de 456% depuis 2022. Les écoles ferment les unes après les autres, les enseignants se réfugient dans le sud. Les ONG parlent d'une jeunesse sacrifiée. Pourtant, les campagnes citoyennes de la diaspora burkinabé lèvent des fonds, diffusent des récits d'espoir et relancent le moral d'une population épuisée. Dans le tumulte, Ibrahim Traoré devient un mythe vivant. Sa silhouette, son uniforme usé, son ton grave saturent les médias africains. Les artistes du continent le peigne comme un gardien de l'Afrique libre. Ce culte improvisé, bien que risqué, joue un rôle décisif. Il unit psychologiquement des millions de Burkinabés. Un journaliste de Dakar écrit « Ce n'est pas un homme, c'est une digue ». Cette personnification volontaire ou non transforme la guerre en cause morale. Mais chaque symbole a son prix. Le pays survit, oui, mais au bord du gouffre. Si les alliés régionaux se retirent, ou si les flux humanitaires s'interrompent, la chute pourrait être irréversible. Le Burkina Faso entre dans une phase d'incertitude stratégique. Les 12 prochains mois pourraient consacrer soit la renaissance d'une souveraineté, soit la désintégration d'un État. Les analystes avancent 3 trajectoires plausibles. D'abord, une stabilisation précaire. Les forces burkinabées, appuyées par le Mali et le Niger, parviennent à contenir les assauts et à rouvrir les corridors humanitaires. L'économie reste exsangue, mais les circuits d'échanges régionaux se réactivent. La diplomatie de Traoré mise sur des accords bilatéraux rapides pour importer du carburant et des médicaments, en échange de concessions minières limitées. Dans cette hypothèse, le pays ne s'effondre pas, mais vit au rythme de la survie. Ensuite, une souveraineté consolidée. Si les alliances régionales se maintiennent et que l'aide logistique russe se stabilise, le Burkina Faso pourrait transformer sa défense en modèle panafricain. Les volontaires pour la défense de la patrie deviennent une force institutionnalisée, la production agricole repart sous encadrement local et les programmes d'éducation civique ravivent la cohésion nationale. Ibrahim Traoré capitaliserait alors sur son image d'architecte d'un nouvel ordre sahélien. Le coût humain resterait élevé, mais la légitimité du régime s'enracinerait durablement. Enfin, un effondrement systémique. Si les approvisionnements se tarissent et que les alliés étrangers se désengagent, le pays risque une désintégration totale. L'économie s'effondrerait en chaîne, hyperinflation, famine, puis fragmentation militaire. Des factions concurrentes émergeraient, réclamant chacune la protection d'une puissance étrangère. Le Burkina deviendrait alors le premier État proxy intégral du Sahel, un champ d'expérimentation où la souveraineté ne serait plus qu'un mot. Dans ces 3 hypothèses, tout dépendra de la capacité d'Ibrahim Traoré à convertir la résistance en projet collectif. Comme il l'a confié à ses conseillers, « Nous ne gagnerons pas en combattant plus fort, mais en pensant plus loin ». Au-delà des chiffres et des stratégies, l'histoire du Burkina Faso est avant tout une histoire humaine. Dans les ruines de Dori ou les abris de fortune de Djibo, des familles survivent avec une dignité désarmante. Une mère raconte avoir échangé sa dernière bague contre un sac de riz. Un instituteur continue de faire cours sous un arbre, craie à la main, face à 30 enfants réfugiés. Ces gestes minuscules composent la trame d'un courage ordinaire. Pour beaucoup d'Africains, ce drame résonne comme un miroir. La lutte d'Ibrahim Traoré et de son peuple dépasse les frontières nationales. Elle incarne le combat contre une logique mondiale d'abandon. Ce n'est plus seulement la guerre d'un pays, mais celle d'un continent qui refuse de disparaître dans les marges de l'histoire. Les voix de la diaspora amplifient cette émotion. Des étudiants à Dakar,
des ouvriers à Abidjan, des créateurs à Paris partagent la même phrase sur les réseaux. Si le Burkina tombe, c'est l'Afrique qui saigne. Ces mots simples bâtissent un lien. L'empathie devient une force politique. Ibrahim Traoré le comprend et s'adresse directement à cette jeunesse. Notre guerre n'est pas contre le monde, mais pour que le monde nous voie enfin. Dans ce regard tourné vers l'extérieur, le capitaine n'appelle pas à la pitié, mais à la reconnaissance, car la tragédie burkinabé révèle une leçon universelle. Aucune nation ne doit être réduite à la souffrance qui la frappe. Ibrahim Traoré sait que la survie ne suffit plus. Pour que le Burkina Faso retrouve un équilibre durable, il élabore une feuille de route en 5 étapes, combinant urgence militaire et refondation civile. D'abord, sécuriser les corridors vitaux. Les forces régionales du Sahel Shield sont redéployées afin d'ouvrir 2 routes humanitaires entre Ouagadougou, Dori et Djibo. Chaque convoi est escorté par les volontaires de la défense de la patrie. Objectif, rétablir l'approvisionnement en vivres et médicaments avant la saison sèche. Ensuite, réorganiser la gouvernance locale. Des comités civilo-militaires temporaires assurent la gestion des villes libérées. Cette approche décentralisée permet de limiter la corruption et d'ancrer la souveraineté au plus près du terrain. Puis, stabiliser l'économie. Les revenus miniers sont recentrés sur un fonds de reconstruction. La Banque africaine de développement soutient la réouverture des circuits agricoles et des marchés ruraux. L'inflation doit être réduite sous le seuil de 40% en 6 mois. Par ailleurs, relancer la diplomatie. Traoré prévoit un dialogue discret avec la CEDEAO et l'Union africaine pour obtenir la levée partielle des sanctions. L'objectif n'est pas la dépendance, mais la reconnaissance d'une autonomie sous contrôle africain. Enfin, reconstruire la cohésion nationale. Les médias publics diffusent une campagne de résilience. Nous sommes encore debout. Le capitaine insiste pour que la jeunesse voie dans cette crise une renaissance possible. Cette stratégie, encore fragile, est un pari sur la lucidité. Ibrahim Traoré, conscient du poids des mois à venir, ne promet pas la victoire, seulement la persévérance. Et c'est peut-être là que commence la reconstruction. Dans la dernière lumière de septembre, Ouagadougou respire encore. Les rues portent les stigmates de la peur, mais aussi les traces d'une obstination tranquille. Ibrahim Traoré, silhouette épuisée mais droite, traverse le quartier de Kossiam sans escorte. Autour de lui, des enfants lèvent la main, comme pour rappeler que la vie malgré tout n'a pas cédé. Ce moment d'humanité renvoie à celui de Djibo, quand une infirmière avait murmuré « Tant qu'un enfant respire, le pays vit ». Cette phrase, devenue mot d'ordre national, s'affiche désormais sur les murs des écoles réouvertes. Elle lie le drame et l'espoir, la perte et la continuité. Le capitaine sait que la guerre n'est pas finie, mais que la peur a changé de camp. Dans les regards, il perçoit quelque chose de neuf. Non pas la certitude de vaincre, mais la conscience d'exister. Ibrahim Traoré n'incarne plus seulement un pouvoir, il symbolise une endurance partagée. Ainsi, au cœur des ruines, le Burkina Faso se redéfinit. Non comme une victime, mais comme une promesse, celle d'un peuple qui refuse de s'éteindre. L'histoire du Burkina Faso n'appartient plus seulement à ses frontières, elle parle à toute l'Afrique. Les 30 jours qui ont bouleversé le pays rappellent que la liberté ne se mendie pas. Elle se défend, mot après mot, acte après acte. Ibrahim Traoré l'a répété dans son dernier message, « Notre silence serait une complicité, notre courage, une mémoire pour demain. » Aujourd'hui, cette mémoire demande des témoins. Partager ce récit, c'est prolonger la résistance d'un peuple qui se bat encore. C'est rappeler que l'ingérence n'est pas une fatalité, que la dignité peut survivre à la peur. Chaque regard compte, chaque voix renforce le front invisible de ceux qui refusent de plier. Alors, si cette histoire vous a touché, ne tournez pas la page. Parlez-en, diffusez-la, questionnez-la. Car ce n'est pas seulement le destin du Burkina Faso qui s'écrit, mais celui d'un continent tout entier qui se redresse lentement dans la poussière et la lumière.